Bienvenue à tous à ce 11e petit-déj du Parlons ZAN. On corrige un impair en vous invitant ce matin, parce que ça fait c'est le 11e, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé ces petits-déj. On n'a eu aucun promoteur jusqu'ici, alors que vous êtes quand même les premiers constructeurs de logements. 60% des logements construits en Isère, 85% dans la métropole. Le reste qui sont faits par des constructeurs de maisons individuelles. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir ce matin pour parler promotion immobilière, ce qui manquait clairement dans nos petits-déj jusqu'ici. On a souhaité vous inviter parce que vous êtes un promoteur local, vous êtes implanté depuis longtemps, et aussi parce que vous ne construisez pas uniquement dans le cœur dense métropolitain comme d'autres promoteurs peuvent le faire. Donc ça nous semblait intéressant d'avoir votre regard sur des territoires assez diversifiés. Vous construisez aussi un peu de bureaux et d'activités, donc peut-être qu'on pourra en dire un mot. On constate, Emmanuel t'en parlait, que le ZAN il a induit un changement de modèle. On est passé de l'extension au renouvellement urbain jusqu'au recyclage urbain. Donc du coup, les promoteurs construisent déjà depuis plusieurs années de moins en moins sur du foncier nu. Du coup, on constate que combiné à la fin du ZAC, les fonciers qui sont disponibles pour la promotion immobilière, ils sont de moins en moins nombreux, ce qui entraîne une concurrence qui peut être accrue entre les promoteurs. Donc on a des fonciers qui sont en dents creuses pour faire de la densification pavillonnaire, et peut-être quelques fonciers bâtis mais moins valorisés qui peuvent être construits. Et donc, cette concurrence, elle entraîne un renchérissement sur les coûts du foncier. Il y a vraiment un sujet autour des coûts, avec des équilibres économiques qui commencent à être complexes. La crise en témoigne. Il y a des coûts de construction qui sont élevés, avec une forte hausse, qui ne vont pas baisser. On a aussi des prix de sortie qui ne peuvent pas augmenter indéfiniment. Là, on le voit actuellement avec les enjeux de solvabilité des ménages, avec des taux d'intérêt qui montent, qui sont de plus en plus fort. Un réflexe, ça pourrait être de se dire, il faut baisser le coût du foncier, ce serait facile, mais on voit que ça ne fonctionne pas comme ça. Des prix de sortie, ça pourrait permettre une plus grande accessibilité financière des logements, ça pourrait aussi permettre de mettre plus de budget sur la qualité des opérations et moins sur les coûts du foncier, mais ce n'est pas si simple. La concurrence des promoteurs, on en parlait, ça fait que les prix proposés aux propriétaires fonciers, ils sont toujours un peu au maximum de ce que vous pouvez vous permettre dans vos équilibres économiques. Ensuite, il y a un effet cliquet, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a un propriétaire à qui on a proposé un prix ou qui voit des références de prix autour, ça va être difficile qu'il accepte ensuite des prix plus bas, en tout cas à court terme. Ça peut passer plusieurs années avant qu'il accepte des prix plus bas. Et enfin et surtout, on voit que les terrains bâtis par les promoteurs, quand ils sont sur du foncier constitué, il faut que le prix proposé il soit supérieur à la valeur vénale des biens, donc au prix qu'ils pourraient vendre sur les marchés immobiliers, et qui soit même significativement plus supérieur, parce qu'il faut accepter vos contraintes, qui sont donc les conditions suspensives, et surtout des délais qui vont être plus importants que si c'est vendu sur le marché des particuliers. Or, le prix des maisons a significativement augmenté partout, notamment localement. On était si on prend la grande région grenobloise, on était à 240 000 € pour une maison au prix médian en 2017, et c'était jusqu'à 300 000 € récemment, donc une très forte augmentation qui forcément se répercute dans ces prix-là pour être encore au-dessus et on voit que les marges de manœuvre de là où vous pouvez intervenir en termes de modèle économique qui se réduisent en fait. Donc même si la crise, là, ces 2 dernières années, elle a un petit effet de correction à la baisse sur les prix des maisons, on voit que c'est des prix qui restent encore très élevés, avec un effet ciseau qui est difficile à contenir. Donc un vrai enjeu autour des coûts du foncier et de vos modèles économiques. Un autre enjeu fort, et tu en parlais Emmanuel en introduction, c'est autour des exigences de qualité, d'intégration dans des tissus urbains qui sont constitués en termes de qualité urbaine, mais aussi en termes d'acceptabilité, parce qu'il y a plein d'habitants qui sont autour. Donc on voit des enjeux autour de la multiplication des recours. Donc voilà, une plus forte attention sur l'intégration du bâti. Ça pose aussi la question de l'acceptation des élus, puisque c'est les élus qui donnent les droits à construire pour densifier les tissus urbains. Mais on peut du coup s'interroger sur les rythmes de production. Je veux dire, même si on dit que la densification des tissus pavillonnaires, ça va devenir de plus en plus un des endroits où on construit du logement, est-ce que pendant combien de temps, à quel point sur du long terme on va pouvoir répondre aux besoins en logement par la densification des tissus pavillonnaires? C'est une vraie question. Et enfin, dernier point avant de vous laisser la parole, le moment de l'opération, en fait, c'est celui aussi de la réalisation d'une multitude de politiques publiques locales et nationales, que ce soit en matière de production de logements, de mixité sociale, de consommation foncière, de performance énergétique, de préservation de plein de terre, d'intégration, de qualité des opérations, on en a parlé.
Donc voilà, vous intervenez un peu en bout de chaîne en appliquant toute une compilation de mesures et d'injonctions qui peuvent être, si ce n'est contradictoires, au moins construites de manière sectorielle et qui sont à faire coïncider avec les attentes. On en a parlé en termes d'équilibre économique, mais aussi en termes d'attente des ménages sur les logements qu'ils veulent habiter. Et comme vous construisez de plus en plus en VFA pour les bailleurs, de contraintes des bailleurs. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir votre regard un peu en fait quand vous recevez toutes ces mesures en témoignage de comment ça s'intègre aussi par rapport à votre manière de construire. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions. Donc on est ravis de vous recevoir ce matin, Monsieur Trignat, pour nous parler de ces enjeux-là. Donc je vais vous laisser vous présenter et après je vous poserai 3 questions avant d'échanger tous ensemble. Très bien. Bon, on se rend compte que c'est complexe, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution unique. Donc moi, je m'appelle Guillaume Trignat, donc je travaille chez Trignat Résidence depuis 2011. Mon poste, c'est d'être directeur des programmes, donc je m'occupe du montage des opérations, du foncier jusqu'à la livraison, en gros. Donc bien sûr, je suis en contact avec les élus, avec les propriétaires, et toutes ces problématiques évoquées sont notre quotidien, et de réussir à créer une image dans ce joli puzzle, c'est pas toujours évident. Donc écoutez, je vais essayer de répondre du mieux possible, et en tout cas avec notre vision à vos différentes questions. Merci. Donc, du coup, une première question de savoir quels sont les impacts du ZAN pour la promotion immobilière. Déjà, à quel point vous vous êtes approprié cet objectif ZAN et quelles conséquences vous voyez sur vos activités quotidiennes? Alors, le ZAN, nous, on le voit vraiment plus comme une opportunité dans le sens où c'était déjà, entre guillemets, notre métier de construire plus de manière verticale. Chez Trignat Résidence, en tout cas, nous, c'est vraiment notre métier, c'est la promotion immobilière collective résidentielle, c'est le cœur de notre savoir-faire. On a toujours fait ça, et construire en milieu urbain, on l'a toujours fait. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau et un chamboulement dans notre fonctionnement. Donc limiter l'étalement, c'était plutôt pour nous une vision plutôt juste et qui correspondait vraiment à quelque chose qu'on sait faire. Comment est-ce qu'on l'appréhende? Bon, alors déjà la loi a beaucoup changé et on ne sait plus trop comment l'appréhender. Mais la principale inquiétude qu'on a, nous, en tant que promoteurs, mais de manière générale, c'est pas qu'avec le ZAN, c'est lorsqu'il y a des flous. Nous, les promoteurs, on aime bien quand il y a des règles faciles à lire, une hauteur, des prospects, voilà. Et dès qu'il commence à y avoir l'interprétation qui peuvent donner voilà, un jugement un peu au doigt levé ou au pif, et ben, ça nous met en difficulté parce qu'on va être face à une discussion dans laquelle il n'y aura pas vraiment de vérité, quoi. Et le ZAN, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est comment vont être autorisés ces droits artificialisés, à qui ils vont être donnés, pourquoi ce projet est mieux que celui-ci, et tout ce flou un peu d'attribution d'opérations, c'est ça qui nous inquiète nous en tant que promoteurs. C'est pas tant le fait de devoir construire en milieu urbain, ça c'est quelque chose qu'on sait faire, quoi. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on va autoriser les promoteurs à le faire, dans quelles circonstances ça va être fait. Donc c'est ça notre principale crainte, nous, par rapport aux ZAN. C'est d'avoir une règle le plus claire possible, et on se rend compte qu'elle est difficilement claire, et on le voit bien avec le texte qui s'est quand même complexifié dans les calculs, on est dans quelque chose de très 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 difficile à comprendre. Déjà pour nous professionnels, alors j'imagine même pas pour les particuliers qui ne sont pas dans ce métier-là, mais ils vont pas comprendre en fait pourquoi ici et pas là-bas, et ça va être des sources, à mon avis, de contentieux gigantesques. Donc c'est plus ça notre crainte. Ok, merci. Et du coup, de manière autour du ZAN, vous en parliez, donc quelles sont vos préoccupations sur la manière d'intégrer de plus en plus cet objectif de zéro artificialisation nette? Oui. En fait, de toute façon, pour créer, on peut partir du principe, c'est la première question, est-ce qu'il y a besoin de faire du logement en France? Donc si la réponse est non, je pars et puis on fait autre chose. Si la réponse est oui, à ce moment-là, c'est un peu l'objet de l'interview, c'est comment on le fait et où est-ce qu'on le fait. Bon, il y a plusieurs manières de faire du logement. Il y a la densification, limiter l'étalement urbain, créer moins de routes, créer moins de réseaux, limiter les déplacements de voitures, et donc concentrer les villes. C'est ce qui peut paraître le plus vertueux sur le papier. Je pense qu'on partage tous ce constat-là. Par contre, c'est comment est-ce qu'on fait accepter ça après aux habitants qui sont déjà là depuis un certain temps, et du coup aux politiques qui sont derrière, parce qu'ils sont directement liés à la prestation des habitants. Et là, c'est là où on se heurte à un mur, parce qu'on se rend compte que c'est très difficile. Donc forcément, lorsqu'on fait une opération immobilière, on change l'environnement existant.
Et ce changement, il n'est jamais bien vu. Donc la pédagogie qu'il faut amener derrière tout ça, c'est une mission qui est très très complexe et qui est voire quasi impossible parce que forcément lorsque quelqu'un investit dans une maison avec une vue, etc., et qui voit, mais même pas forcément avec de l'immobilier collectif, hein, ça peut être avec même une maison qui se crée juste à côté de chez lui, ou à partir du moment où il va se passer quelque chose dans l'environnement qui lui a fait donner envie d'acheter, bah, ça va créer un problème. Donc je n'ai pas vraiment de solution à apporter par rapport à ça. Je pense que clairement aujourd'hui, le combat de l'acceptation il est plutôt perdu et on s'en rend compte avec l'ensemble des recours qu'on a sur les opérations. Enfin, c'est 90% des projets qui sont attaqués, hein. Et pas forcément parce qu'il y a des problèmes d'urbanisme et de règles, hein. C'est simplement parce que déjà ça fait gagner du temps et donc ça fait régulièrement tomber les opérations parce que les propriétaires en ont marre d'attendre. Et donc forcément face à ce constat-là, ben, on se rend compte qu'on a un peu perdu la bataille de l'acceptation et puis de l'explication de l'intérêt de la densification urbaine. La promotion neuve, aussi, on voit toujours comme l'arrivée du béton, l'arrivée de l'imperméabilisation, mais nous, il y a beaucoup d'opérations sur lesquelles on crée de la pleine terre. Ça nous est arrivé très régulièrement et ça nous arrive encore. Lorsqu'on rénove des friches, qu'on rebâtit des friches qui sont complètement imperméables, on crée des espaces verts, on crée de la pleine terre. Ça, c'est jamais communiqué, on n'en parle pas, mais c'est vraiment des sujets qui arrivent souvent. On a des projets aussi de renouvellement urbain dans des zones d'activité qui sont très basses et très imperméables parce que bah, forcément c'est très routier. Là aussi on amène de l'espace vert, on amène des arbres, on amène de la biodiversité là où il n'y en avait pas du tout. Et je pense que cette communication-là, elle est importante aussi à mener pour expliquer qu'on peut avoir quand même un apport vertueux et de manière assez régulière sur les opérations de densification urbaine. Et on parle aussi, enfin quand même peut-être pas assez, mais de la performance des bâtiments qu'on construit, parce que certes, il y a un coût carbone qui a tendance à diminuer avec la réglementation environnementale de la construction neuve. Ça crée de l'artificialisation, je vais y arriver. Mais on a à l'inverse des bâtiments qui sont assez peu consommateurs d'énergie. Et ça, c'est quelque chose quand même, je pense, sur le long terme, d'assez vertueux et qu'il faut, à mon avis, défendre. Voilà ce que je peux dire. En milieu urbain, la complexité, c'est le remembrement, parce que ça veut dire acheter plusieurs maisons. Acheter plusieurs maisons, donc suivant les secteurs, bah, c'est forcément source d'une masse foncière assez importante. Forcément, les gens, et vous l'avez dit, s'ils partent avec un promoteur dans une aventure qui peut durer au mieux 6 mois, au pire 11 ans, 12 ans, on l'a déjà vu, il faut en face qu'il y ait quand même un intérêt à attendre. Et l'intérêt à attendre, ça veut dire offrir plus que la valeur de la maison qu'ils auraient pu mettre sur le marché. Et lorsqu'on a une aventure de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut que ce plus il soit significatif. C'est pas juste mettre 10 000, 20 000 euros de plus, il faut vraiment qu'il y ait un montant quand même assez important en face. Tout ça plafonné avec un prix de marché qui s'envole plus, heureusement d'ailleurs, et les coûts de construction qui ont augmenté. Donc il y a des équations aujourd'hui. Sans la loi ZAN, en fait, il y a déjà des opérations qui ne peuvent plus se faire dans le milieu urbain parce qu'on n'arrive plus à offrir la valeur de la maison, en fait. Donc finalement, la meilleure zéro artificialisation, c'est l'envolement des coûts de travaux parce qu'on a des déséquilibres qui ne sont plus, quoi, et des opérations qui ne peuvent plus se faire en milieu urbain. La friche industrielle, j'en ai parlé, à mon avis, c'est le sujet le plus vertueux qu'on puisse faire parce que c'est des choses qui sont souvent abandonnées, défraîchies, amiantées, polluées, squattées dans des centres urbains. Rapporter des parcs et de la vie dans ces endroits-là, à mon avis, c'est vraiment un axe hyper important et on l'a pris autant que possible parce qu'il n'y en a pas des sujets de friche, il n'y en a pas non plus partout, un peu plus dans le nord que chez nous d'ailleurs. Et la transformation des zones d'activité, j'en ai parlé aussi. On a des sujets notamment à Crolles, nous, mais aussi à Saint-Martin-d'Hères, hyper vertueux parce que voilà, ces boîtes d'un étage avec du goudron tout autour qui permettent de recréer du logement en laissant pourquoi pas en rez-de-chaussée d'ailleurs de l'activité ou du commerce. À mon avis, c'est des axes de développement et d'urbanisation des villes qui sont majeurs. Vous disiez qu'il y avait un délai entre le moment où vous concevez les opérations et le moment où elles sont effectivement réalisées qui devient de plus en plus problématique aussi pour s'adapter. Bah, c'est sûr, nous aujourd'hui il y a des opérations qui sont encore en vente avec des compromis qu'on a signés avant le Covid. Donc comment est-ce qu'on pouvait savoir, lorsqu'on a monté des opérations avant le Covid, comment on pouvait savoir dans quel monde on allait être aujourd'hui. Covid, guerre en Ukraine, une guerre de partout, Trump au pouvoir, je veux dire, fallait quand même un sacré boule de cristal pour quand même prévoir ça, quoi. Une hausse des coûts de travaux de 20%, ça crée quand même un impact dans les équilibres financiers. Donc ce monde qui est hyper changeant et de plus en plus rapidement, pour nous c'est très difficile parce que le logement, je pense qu'il faut avoir, pour que ça fonctionne, une vision long terme, une planification long terme,
parce que c'est des processus longs et on ne pourra jamais les réduire. Au contraire, ils vont avoir tendance à s'allonger d'ailleurs, je pense. Donc, comment est-ce qu'on arrive à penser les projets de demain dans un futur que personne ne connaît? Donc, c'est très difficile. Les délais moyens d'une opération, si tout va bien, sans aucun grain de sable, un planning classique, chez nous, c'est 4 ans. Du compromis signé, sachant qu'on a déjà travaillé avant, mais ça, on ne le planifie même pas. Ça peut être 1 an de négociation, voire plus. Mais du compromis signé avec un propriétaire jusqu'à la livraison, c'est 4 ans sans grain de sable. Une opération sans grain de sable, j'en ai jamais connu. Il y en a toujours. Des fois, c'est des gros rochers, des fois, c'est des petits grains de sable. Mais voilà, donc 4 ans minimum, on va dire utopique, jusqu'à des opérations de 12, 13, 14, 15 ans. Enfin, on en a. Hein. On en a. Du coup, dernière question avant d'ouvrir les débats. Pour vous, peut-être de manière plus positive, c'est quoi un peu les perspectives et les leviers que vous voyez pour répondre aux besoins en logement sans consommer de foncier, donc s'inscrire dans ce objectif? C'est ce que j'ai déjà dit, hein. C'est bien sûr les friches, bien sûr les zones d'activité. Alors bon, il y a plusieurs sujets qui sont sur la table aujourd'hui avec le ZAN. La réhabilitation. Donc, pour produire du logement, on réhabilite des logements qui sont, enfin des bâtiments qui ne sont pas du logement, ou alors vacants. Réhabiliter un logement qui est déjà existant, bon, c'est bien d'un point de vue énergétique et consommation d'énergie, mais c'est pas ça qui va créer du logement. Donc, c'est réhabiliter des bâtiments qui sont vides, ou réhabiliter des bâtiments de bureaux ou autres. Donc on parlait de 3 millions de logements vacants en France, etc. Bon, la Cour des comptes a affiné un peu le calcul sur les zones tendues. C'est 118 000 logements vacants en zone tendue. C'est-à-dire dans les zones où potentiellement il y a des gens qui ont envie d'aller habiter parce qu'on est proche des centres urbains, parce qu'il y a du travail, pour toutes ces raisons-là. 118 000 logements, c'est, on va dire, un an, une demi-année de production de logements neufs en France. Donc même si on réhabilitait ces 118 000 logements vacants, on aurait répondu à une demi-année, un an de besoin. Bon, ce qu'il faut faire, hein, c'est très bien, il faut y aller, je pense qu'il faut y aller à fond. Mais je pense que ça ne répondra pas aux besoins long terme, malheureusement, du logement en France. Là où je n'ai pas de chiffres, c'est sur les bâtiments vacants autres que du logement, comme il y a un projet de réhabilitation d'hôpital à Voiron, par exemple, et tous ces bâtiments-là, autres que bureaux, je n'ai pas de chiffres. Le bureau, aussi, on en parle beaucoup. Je ne sais plus combien c'est, j'ai marqué le chiffre, 9 millions, 3 millions de mètres carrés vacants en France. Si je le retrouve, ce sera peut-être pas mal. C'est sûrement ici. Bureau. 9 millions de mètres carrés vacants en France. Même si on transforme 100% de ces mètres carrés, je divise 9 millions par 70 mètres carrés, hein, et encore, j'enlève pas les parties communes, je suis sympa, ça fait 130 000 logements. Si on arrive à réhabiliter tous les mètres carrés de bureaux qui sont en grande partie, à mon avis, très compliqués à réhabiliter, parce que dans des secteurs où personne ne va vouloir habiter, ou parce que les travaux sont tellement énormes qu'ils vont engendrer des coûts qui sont insupportables. Donc, même si on y arrive en disant que voilà, toute la politique va dans ce sens et on y arrive, ça fait 130 000 logements. Donc, on a encore un an de production, très bien, sur la réhabilitation de bureaux. Ce qu'il faut faire, moi j'y crois, hein, il faut y aller dans les centres urbains, etc. Pourquoi pas, mais encore une fois, je pense que ça ne répondra pas aux besoins long terme de logement. Qu'est-ce qui reste à part la construction neuve? Moi, je n'ai pas aujourd'hui encore trouvé d'autres leviers pour répondre aux besoins de logement. Encore une fois, en partant du principe qu'il y a un besoin de logement. Si on dit demain, il n'y a plus besoin de logement, c'est bon, la France elle est assez construite, bon, notre métier s'arrêtera et très bien. Enfin, voilà. Le métier du promoteur, on dit toujours que nous on construit. Notre métier, nous, c'est de vendre, hein, c'est pas de construire. Nous, notre métier, c'est de vendre des logements. Et on ne construit pas des bâtiments qui sont vides. On n'a jamais livré des bâtiments avec aucun habitant dedans. Donc, on construit, ça répond à un besoin, parce qu'il y a des clients en face qui créent une mutation, les gens déménagent, libèrent une maison, les gens s'installent, etc. Donc ça crée un mouvement. Le jour où on construit des bâtiments et il n'y a personne dedans, enfin, on n'a aucun intérêt à faire ça. C'est pas notre métier, nous, c'est de vendre. Donc, les entreprises, leur métier, c'est de construire. Nous, notre métier, c'est de vendre. Il faut qu'il y ait des clients en face et un besoin. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un besoin. Demain, s'il n'y en a plus, on se réinventera et on fera autre chose. Donc, mon point de vue, forcément, je suis promoteur, vous allez dire, je n'allais pas dire autre chose, mais mon point de vue, c'est que sur le long terme, pour répondre aux besoins de logement en France, sans passer par le neuf, même en activant tous les autres leviers qu'on a vus, je ne vois pas comment c'est possible. Donc je pense que tirer en permanence sur le neuf, c'est une mauvaise stratégie politique. Parce que ça va forcément se retourner à un moment donné contre ceux qui font ça. Parce que le besoin de logement, c'est lorsqu'on est muté quelque part pour travailler, on a besoin de logement. Lorsque nos enfants partent en études, il y a un besoin de logement. Lorsqu'on divorce,
Souvent, on a besoin de 2 logements, à moins que ça se passe très bien ou qu'on crée un mur au milieu. Le séparement, pourquoi pas, ça existe, hein, mais bon, voilà, globalement, on a besoin de se séparer quand même un petit peu. Lorsqu'on a des naissances, on a besoin d'agrandir le foyer. Lorsqu'il y a des décès, on a besoin de peut-être réduire la taille du foyer. Enfin, le logement, il accompagne la vie, en fait. Et tous les moments de vie qu'on a importants, c'est accompagné souvent par un déménagement et par un changement de logement. Donc, si on veut continuer à accompagner les Français dans leur parcours de vie, quelle solution il peut y avoir à part celle de construire? Alors, construire de mieux en mieux, construire dans les meilleurs endroits. Moi, on est vraiment partant pour ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il va falloir qu'on travaille main dans la main un peu plus et peut-être qu'on soit moins dans, dans un affrontement qu'on rencontre parfois dans les opérations. Merci.